l'IA, l'état de l'art de l'IA en France en 2025. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est un regard croisé que va vous restituer Jaroslav Stetenko, partenaire de Roland Berger, qui va me rejoindre sur scène, ainsi que moi, côté Elevate. Jaroslav, bienvenue. Je te laisse prendre un micro. Bonjour à tous. Merci Aurélien. Moi aussi, Jean-Sébastien. Je me présente peut-être rapidement. Je m'appelle Jaroslav. Je suis associé au sein de cabinet qui s'appelle Roland Berger. Et je m'occupe de tout ce qui est le sujet de technologie, à la fois infrastructurelle, comme les data centers, et servicielle, comme l'IA par exemple. Il y a bien évidemment le lien entre les deux exemples, je veux dire. Ravi d'être parmi vous. Je te laisse passer les slides. Allons-y. C'est parti. Je voulais vous présenter quelques pages qui ne vont pas vous surprendre en termes de messages, mais qui, j'espère, vont apporter quelques précisions, quelques chiffres factuels sur la base des différents sondages, sur la base des travaux que nous avions réalisés à la fois Roland Berger et Human Skills avec nos clients. Et donc quelques conclusions au message, j'espère un peu plus factuelles que ce qu'on a l'habitude de voir sur linkedin.com lié au LIA, etc. Donc peut-être une première page assez méthodologique, simple, mais assez importante. Il y a au moins 4 ou 5 types de l'IA, dont celle de l'IA générative, qu'on connaît tous. Et l'état d'avancement de ces différents groupes est différent. Donc sur la partie, par exemple, Decision Making IA, tout ce qui est agentique, on n'est qu'au début du parcours et l'effet, le outcome du Decision Making IA est moins évident, moins transparent, moins factuel que celui de générative qu'on connaît tous. Le contrôle IA, tout ce qui est automatisation de l'industriel, de manufacturing, de tout ce qui est robotique, est à mi-chemin de l'avancement et il y en a bien d'autres liés à la perception avec la technologie de OCR qu'on connaît tous, Learning IA avec la formation, traduction, lecture de texte, compréhension de texte, synthèse, etc., qui sont également assez avancés. Donc on va beaucoup parler de ces différents types de l'IA. Peut-être 2 questions qui nous sont posées assez régulièrement dans nos travaux avec nos clients sont quel est le chiffre exact, quelle est la capacité d'optimisation de ressources liées à l'IA, par fonction idéalement et par type de profil. Il n'y a pas de réponse magique à cette question puisqu'il dépend des fonctions et des activités, mais ce qu'on retient à ce stade, c'est qu'il y a à peu près 1 personne sur 4 qui pourrait potentiellement être substituée par l'IA à long terme. Vous avez clairement des fonctions répétitives et simples, plus substituables, type traduction ou traducteur, et à des profils moins substituables comme des juristes, par exemple, où un certain niveau de knowledge et de practice est plus importante. Deuxième question est liée, elle est assez connue et assez simple. Quels sont les benefits, donc quels sont les avantages de l'IA? Vous les connaissez tous. Automatisation des tâches répétitives, création de contenu, voix, son, vidéo, accélération de l'apprentissage, un élément assez important lié au traitement de documents et synthèse. Et enfin, création de nouveaux emplois et nouveaux postes. Une zone peu explorée à ce stade. Vous voyez à droite, sur la base d'une étude publiée récemment par des économistes, en fait, évidemment, les tâches qui sont les plus ou moins adressées par l'IA. Pas de surprise à ce stade. Peut-être un premier chiffre que j'aimerais partager avec vous. Aujourd'hui, les fonctions corporate dépensent au moins 18 milliards d'euros au niveau mondial en tout ce qui est services liés à l'IA. Donc tout ce qui est data et IA. Et sans surprise, les fonctions de Customer Analytics et Top Line Simulation étant celles de marketing et de vente, ils sont prépondérants aujourd'hui avec à peu près 50% de l'ensemble de spend. Donc tous les corporates dépensent autant sur l'IA et les services liés à l'IA, et dedans il y a 50% de marketing, sales et Customer Analytics. Cet équilibre sera réajusté à l'horizon de 6 ans avec les fonctions plus opérationnelles qui vont rattraper et qui vont représenter plus du spend en IA à travers donc les 5-6 années à venir.
Juste une slide qui présente ce qu'on appelle le AI Readiness. Sans surprise, les fonctions de marketing, Customer Insights, Customer Experience et Sales sont en avance par rapport à tout ce qui est Manufacturing et Operations, qui illustre encore une fois la première slide présentée auparavant. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est quelque chose qu'on constate très souvent sur le terrain auprès de nos clients, puisque c'est souvent le département marketing ou sales qui va être à l'initiative de cette transformation IA avec les premiers cas d'usage. On le voit très bien ici. Et les autres départements qui vont suivre une fois la première trace ouverte par ces départements. Et dans l'enquête que je vais vous restituer juste après, on verra quelques insights et chiffres qui illustrent bien ça. Ouais. Avec plaisir. Et donc, une slide assez importante, allons-y, c'est celle-ci, issue de nos travaux des 2 dernières années, à la fois de Roland Berger et de Human Skills, sur deux aspects, l'attractiveness d'un cas d'usage IA et l'accessibilité. Ce qu'on entend par l'accessibilité étant la disponibilité de la technologie, des outils et le prix moyen ou le budget moyen dans tel travail. Et donc, on a mis des use cases différents, issus des sondages, des surveys, des travaux avec des différents intervenants de marché, donc des différentes industries. On voit que ce qui ressort aujourd'hui, et ce qui confirme les pages précédentes, c'est que les cas d'usage les plus pratiques, les plus efficaces et qui donnent le rendement optimal sont ceux liés, encore une fois, au marketing, customer experience et sales, et notamment tout ce qui est customer analytics. On reprend le terme de la data qui est très important effectivement dans tout ce qui est l'IA. Les Customer Analytics sont basés sur la data évidemment. Pricing, encore une fois, en lien fort avec la data. Sales Analytics, il y a un aspect prédictif dans les Sales Analytics et du Decision Making prospective versus juste une visualisation des données. Marketing Mix, donc l'optimisation de dépenses en marketing selon le canal. Et après, il y en a d'autres aussi importants, mais peut-être moins avancés que les 4-5 que nous avons mis dans le P1, dans la priorité 1. Et derrière, vous avez donc les cas d'usage qui vont rattraper à travers les 5-6 prochaines années, mais qui sont plus opérationnels. Et en termes de projets, du coup, si je devais vous donner quelques exemples d'initiatives qu'on voit dans les organisations sur cette partie marketing, donc, c'est la génération de contenu, texte et images. Ça, c'est un cas qui est très répandu désormais par IA générative. Le deuxième, c'est tout ce qui est agent conversationnel, chatbot, que ce soit en service client, en ressources humaines ou en avant-vente, après-vente vis-à-vis des clients. Et un troisième cas qu'on a de plus en plus, c'est tout ce qui est agent en data analyse. Donc comment assister les équipes humaines avec un agent IA qui va faire des analyses, mais vraiment de niveau 1, l'extraction de données basiques, répondre à du reporting classique, quel est le chiffre d'affaires que j'ai réalisé la semaine dernière, combien j'ai de clients dans telle catégorie de produits ou autres. Ça, ce sont des cas désormais qui fonctionnent très bien et sur lesquels l'IA générative est performante et qui rentrent effectivement dans cette classification P1 que tu nous indiquais, Yaroslav. Ouais. Alors là, en l'occurrence, j'avais mis chatbot plutôt à gauche parce que l'accessibilité reste faible. Mais l'attractivité est relativement forte. Par l'accessibilité, j'entends les cas pratiques, l'expérience, les modèles et les LLM derrière que tu peux utiliser. Mais évidemment, c'est un sujet qui avance. Tout à fait. OK. Et donc pour aller chercher du concret derrière cette vision que nous donne Yaroslav, on est allé enquêter. Et donc je vais vous restituer désormais 14 insights qui viennent d'une enquête qu'on a menée auprès de 150 décideurs grands groupes, donc grandes entreprises et ETI. Juste avant ça, en 2 mots, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas déjà Elevate, pour que vous puissiez situer notre activité. Donc Elevate, c'est un cabinet de conseil data et IA. On accompagne à la fois les directions métiers et les DSI Data Office avec un accompagnement bout en bout. Donc on démarre par un accompagnement sur la partie stratégie, cadrage amont, et on peut aller jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle des différents projets qu'on opère. On accompagne des grandes entreprises de tout secteur d'activité, notamment le luxe, le travel, la beauté, la banque, finance, assurance notamment. Et nos 180 consultants sont organisés en 3 practices. Une première practice data marketing qui adresse tous les sujets data et digital, web analyse, A/B testing, dashboarding, etc. Une seconde practice data and tech plutôt à la croisée des DSI et data office, où là on va adresser les sujets techniques, data engineering, BI, data science, data architecture, et ainsi de suite.
Et enfin, une practice data stratégie, où là, on va plutôt s'adresser aux décideurs pour les aider à co-construire une roadmap à 3 ans IA, prioriser des cas d'usage, définir les bons modèles organisationnels pour aller opérer dans l'organisation ensuite. Alors sur cette enquête, pourquoi faire une enquête IA? Avant de commencer, je vous propose un petit jeu qui est le suivant. Je vais vous présenter 4 photos de chiens et on va voir par main levée si vous êtes capable de détecter si cette photo est générée par IA générative ou si c'est une vraie photo. Alors on commence par ce premier chien, très beau chien. Par main levée, qui considère que c'est une photo IA générative? Ok, quelques mains se lèvent. Je dirais 10% de la salle à peu près, donc vous êtes plutôt une majorité à penser que c'est une vraie image. Ce chien maintenant, qui pense que c'est un chien IA générative? Un peu plus de mains, on va dire 30% des mains. Ok. Celle-ci, IA générative? Ouais, la moitié, 30% la moitié. Et enfin celle-ci, c'est la dernière. Ouais. Alors, vous aviez plutôt bon, mais quand même, typiquement sur la deuxième image, il n'y avait pas un consensus loin de là. C'est une image faite par IA générative, mais avec un prompt assez léché, ce qui permet d'avoir un rendu assez réaliste et bluffant. Le chien de gauche, en revanche, là, on le voit un peu plus facilement. Et celui avec la balle dans la bouche, vous étiez quand même un bon tiers à penser que c'était un chien IA générative. C'est un vrai chien. Ce petit jeu pour vous montrer tout simplement que c'est bluffant, voir à quel point aujourd'hui il devient compliqué de distinguer un contenu généré par IA générative d'un contenu réel. C'est assez bluffant parce que si on revient simplement 3 ans en arrière, si j'avais fait le même jeu avec vous, on se serait vraiment ennuyé. Vous pouvez constater que ce chien a de sérieuses difficultés. 3 ans après, ça devient quand même plus compliqué de détecter ce qui est fait par IA générative. Et donc on voit la robustesse des modèles désormais. C'est valable pour la génération de visuels, comme on vient de le voir, mais les progrès sont aussi colossaux sur la génération de texte, sur la génération de vidéos, de sons et autres. Alors j'en viens à mon enquête. Pourquoi faire cette enquête? Justement, pour voir à quelle vitesse les entreprises arrivent à suivre ces évolutions technologiques, à adopter l'IA, à choisir les bons modèles organisationnels, quels sont les bons cas d'usage, où est le ROI, etc. Et alors, en termes de méthodologie rapidement, et après on rentre dans le concret, on a contacté 150 décideurs avec un questionnaire quanti, et on a combiné cette approche quanti avec 10 interviews qualitatives auprès de décideurs niveau CODIR et COMEX, pour aller apporter aussi des témoignages plus spécifiques. 3 sujets ont été abordés lors de ces échanges. D'abord, l'usage individuel des décideurs vis-à-vis de l'IA. Ensuite, le rapport de l'IA avec l'organisation, enfin, dit autrement, comment l'organisation ou l'entreprise dans laquelle ils évoluent s'est saisie de la question de l'IA. Et enfin, les enjeux qu'ils perçoivent aujourd'hui et demain autour de l'IA, quelles sont les futures tendances et les futures révolutions à venir. Côté niveau hiérarchique, donc je vous le disais, on a 2/3 des répondants qui sont au moins C-level, donc dirigeants ou plus, CODIR, COMEX. Et on essaie de représenter la grande majorité des fonctions de l'entreprise, donc avec peut-être une légère surreprésentation du e-commerce, des directions générales et du marketing, mais toutes les fonctions sont représentées, y compris opérations supply chain, R&D, finance et autres. Et côté secteur d'activité, vous avez ici les secteurs d'activité des répondants. Donc là aussi, légère surreprésentation côté retail et e-commerce, mais on a une assez grande diversité, je dirais, de secteurs. Alors, premier insight, il y en a 14, accrochez-vous. Premier insight, on voit qu'il y a un consensus très clair de la part des interrogés sur le fait que l'IA impacte leur métier. Ils sont 80% à nous dire oui, je constate qu'il y a un impact significatif sur mon activité. Et cette IA, maintenant, elle s'est ancrée dans les habitudes du quotidien des répondants. Et ça, c'était un peu plus surprenant pour nous, puisque 70% d'entre eux nous ont dit utiliser au moins une fois par jour une solution d'intelligence artificielle. Et la moitié, vous le voyez, plusieurs fois par jour. Et y compris sur des niveaux hiérarchiques du coup assez hauts au vu du panel. Concernant les entreprises qu'on a interrogées, il y en a 1 sur 2 qui nous indique avoir déjà déployé un modèle sécurisé qui permet d'apporter un certain nombre de garanties sur la exploitation des données, la sécurité de celles-ci, etc. Alors vers à moitié vide, vers à moitié plein, il y a donc aussi la moitié des entreprises qui ne l'ont pas encore fait. Et quand on regarde dans le détail, côté ETI, elles ne sont que 40% à avoir déjà déployé un modèle sécurisé. Donc on voit un léger retard par rapport aux grandes entreprises. Et vous verrez que ça, c'est une tendance qui s'est confirmée tout au long de l'étude. Il y a une fracture qui se dessine entre grands groupes qui ont plus de moyens et ETI qui sont plus contraintes.
Sur la maturité ressentie, les décideurs interrogés nous indiquent pour la moitié, en gros, considèrent avoir une maturité, je dirais, moyenne autour de l'IA, ce qui se confirme, vous le verrez sur les prochains insights, puisque grosso modo, ils nous indiquent ne pas nécessairement, on va le voir juste ici, avoir encore de stratégie pour 10% d'entre eux, et surtout pour 40%, être encore à un stade d'exploration autour de l'IA, sans une démarche nécessairement cadrée, formelle, avec un pilotage data-driven. Donc, on est au début de cette transformation IA, assurément, mais reste encore à identifier peut-être un modèle de gouvernance bien clair, des cas d'usage dont le ROI est éprouvé, etc. Côté solutions, il y a 5 solutions qui se sont démarquées, ou 5 modèles, si vous voulez, d'IA générative comme étant les plus utilisés, et 2 en particulier, OpenAI et Copilot, en version sécurisée. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans la salle sur ces 2 solutions-là. Et la moitié des répondants utilisent plusieurs solutions. 2 ou plus. Viennent juste derrière les modèles open source et les modèles propriétaires, et Gemini est le 5e solution au modèle le plus utilisé. Alors, quand on a demandé aux entreprises si elles avaient déjà déployé à l'échelle des cas d'usage IA, elles sont 67% à avoir déjà déployé au moins un cas. Mais quand on regarde dans le détail, là aussi, on retrouve cette même logique. Les grandes entreprises ont un petit temps d'avance. Elles sont 70% d'entre elles à avoir au moins déployé un cas, contrairement aux ETI qui sont qu'une sur 2. Et quand on questionne les cas, je reviens à ce que tu nous indiquais, Yaroslav, on retrouve bien les tendances que tu nous évoquais. La génération de contenu, c'est clairement le cas le plus fréquemment mentionné. Vient ensuite la personnalisation du marketing et l'automatisation de tâches répétitives diverses et variées. Et donc en termes de département, quand on a posé la question en répondant quel département ouvre la voie sur l'IA et est en charge de déployer cette transformation dans l'organisation, ils sont près d'1 sur 2 à nous indiquer que c'est le département IT ou Data Office selon l'organisation, le Data Office étant parfois rattaché à l'IT. Et le second département, le marketing et la communication, on l'avait vu aussi avec les cas d'usage et les niveaux de maturité. Sur l'acculturation, on a moins un consensus fort, ou dit autrement, on voit qu'il y a une variété d'approches qu'utilisent les entreprises pour aller acculturer les collaborateurs sur l'IA. Alors, 1 sur 2 a recours à l'auto-formation, en mettant à disposition des ressources et des outils. Bon. Mais si on met ça de côté, on voit que les séminaires et les IAD sont des formats qui sont assez plébiscités. Mais vous voyez encore une fois que grosso modo, beaucoup d'approches peuvent être exploitées. La notion d'IAD émerge depuis quelques années. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce format-là, un séminaire mais thématisé sur un sujet, souvent une matinée sur des contenus, disons, génériques et une après-midi de mise en pratique avec des workshops et autres. Sur le Shadow AI, qui est un enjeu important pour ces entreprises autour de l'IA, 3 sur 10 indiquent ne pas encore avoir mis en place de politique. Et si on regarde plus finement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'elles ont privilégié, les entreprises, des politiques incitatives plutôt que des politiques coercitives, disons, puisque quand vous regardez les mesures qui ont été prises en priorité, ce sont plutôt des mesures qui vont flécher les bons comportements, par exemple mettre à disposition des solutions IA sécurisées, former, sensibiliser, certifier les collaborateurs, plutôt que restreindre des accès. On voit que la restriction, c'est 9% et 8% sur les réponses. Sur la question du ROI, on arrive sur le sujet qui fâche en 2025, puisque les décideurs nous indiquent pour 75%, 76% d'entre eux, ne jamais avoir mesuré le ROI de leurs initiatives IA. Alors on peut le comprendre quand on regarde les insights précédents, où on voyait que pour la plupart d'entre eux, une stratégie claire n'était pas encore établie, que c'était en phase de recherche, d'exploration. Mais pour obtenir un ROI, encore faut-il le mesurer. Donc la première étape reste déjà à faire, mesurer son ROI. Et en revanche, quand on commence à mesurer le ROI, pour ceux qui l'ont fait, on voit que dans 60% des cas, les résultats étaient globalement positifs, mais nuancés, puisque vous avez quand même quasiment 1 sur 2, on en revient sur ce verre à moitié vide, verre à moitié plein, qui obtenait des résultats ou bien partiellement conformes aux attentes, ou bien non conformes aux attentes. Et là, la fracture entre grands groupes et ETI est très forte, vous le voyez, puisque côté ETI, on a été surpris par la réponse, mais on n'avait aucune des ETI consultées qui constatait avoir obtenu du ROI sur ces initiatives IA, là où côté grands groupes, on a quand même, dans 40% des cas, lorsque le ROI a été mesuré, un résultat positif. Enfin, dernier insight sur la partie future révolution.
Les répondants nous ont indiqué que leur attente se porte d'abord et avant tout sur l'agentique, donc les agents IA, c'est vraiment ce qui est le plus plébiscité par les répondants. En deuxième, la Gen AI avancée, c'est-à-dire le multimodal, la capacité pour les modèles à générer autant du texte que du son que de l'image et à mixer l'un dans l'autre. Et enfin, l'IA frugale pour des enjeux de réduction de coûts et de réduction d'émissions carbone notamment. Donc ce qu'on peut retenir, c'est clairement une fracture entre ETI et grands groupes. À date, on est sur une transformation qui démarre mais qui n'est pas encore pleinement aboutie. La question du ROI reste à traiter. Pour l'instant, on est sur un pilotage encore trop à l'émotionnel ou au subjectif. Il manque un pilotage data-driven sur ces initiatives IA et de fortes attentes sur la partie agentique. Alors, ce que je vous propose, en allant vite, parce qu'on arrive au bout de la prise de parole, mais c'est de poursuivre les discussions, si vous le souhaitez, sur 3 cas qu'on a retenus, 3 missions qu'on a opérées au sein du groupe Human Skills, une au sein du secteur luxe au service de l'amélioration de l'expérience client, une avec SNCF Connect sur l'optimisation de la satisfaction client, et enfin une mission pour Sanofi sur la production de contenu marketing à grande échelle grâce à l'IA générative avec des résultats tout à fait intéressants. Et enfin, on vous donne rendez-vous donc à 15h20 plutôt, on va décaler de 20 minutes, et à 17h20 sur 2 workshops. Si vous voulez approfondir justement l'opportunité de l'agentique, on vous propose 2 démos en 30 minutes du potentiel des agents IA en salle workshop. Voilà, je vous remercie.